Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform pour une nouvelle vidéo, toujours pour le chapitre UIJRP. Donc là, on va voir un problème qu'on risque d'avoir avec une certaine topologie ou une certaine architecture. Donc le problème qui s'appelle stack inactive. Alors pour le plan donc, de cette vidéo, donc on va commencer par définir c'est quoi ce problème stack inactive, donc quel type d'architecture on risque d'avoir ce problème. Après on va passer aux solutions, d'accord. Donc la première solution ça va être la summarization. La deuxième solution qui nous intéresse plus c'est le stub router. Alors, donc commençons déjà par définir ce problème stack inactive. Qu'est-ce que c'est que le stack inactive? Alors, donc vous vous souvenez du problème lorsqu'on perd une route au niveau d'un routeur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, un routeur qui est configuré avec le UIJRP, on vient de perdre une route au niveau de ce routeur. Donc, automatiquement, il va envoyer un query pour tous ses voisins. D'accord. Et quand il n'a pas de successeur, plutôt que s'il n'a pas de fusible successeur, donc la route, elle va être dans quel mode? Donc dans le mode actif. D'accord. Ça veut dire que le routeur, il est en mode actif ou bien en mode de recherche de chemin ou bien de route pour ce réseau. D'accord. Donc ça, c'est le comportement du routeur lorsqu'on perd ou bien lorsqu'il perd un réseau. Alors, prenons donc cet exemple. Donc, on a deux routeurs en redondance. On va dire que c'est une multinationale, d'accord, avec un site central à Paris et des sites distants dans d'autres pays, d'accord. Par exemple, il y a un site à Alger, un site à Dakar, au Sénégal, et un site à Londres, d'accord. Donc, le site central, ce qu'on appelle le HQ, le headquarter, et les sites distants. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la topologie hub and spoke, toujours. Hein, d'accord. Le hub, c'est le site central. Les spokes, c'est les sites distants. Alors, donc au milieu, donc on a un nuage, par exemple, frame relay, peu importe. Donc soit frame relay ou bien peut-être des VPN. D'accord. Donc là, peu importe la technologie WAN qui est utilisée pour interconnecter ces sites. Alors maintenant, imaginons que R1, par exemple, le routeur R1, il perd le réseau le 10.1.0.0. D'accord? Donc le réseau, il n'est plus up, il est down. Alors, c'est quoi le comportement du routeur R1? Donc, s'il n'a pas de fusible successeur, sachant que c'est un réseau qui est directement connecté, ça veut dire qu'il n'a que de successeurs. Il n'a pas de fusible successeur. Donc, il vient de perdre ce réseau. Donc, R1, automatiquement, le comportement du protocole UIJRP par défaut, donc il envoie un query à tous ses voisins. Sachant que R1, c'est quoi ses voisins? Donc il a R2 comme voisin, il est directement connecté à travers cette interface Ethernet. Après, une liaison sérielle vers R3, sachant que tous les routeurs ils sont configurés avec le protocole UIJRP. Donc R1, il a combien de voisins? Donc il a R3, R4, R5 et R2. Il a 4 voisins. Donc il va envoyer des queries pour tous les voisins. D'accord? Pour les 4 voisins. Et en même temps, donc les autres routeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transmettre entre eux les queries. Donc on a les queries qui vont tourner en rond tout le temps. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucun routeur qui est capable de fournir un chemin de secours. Et c'est pour ça que ces routeurs, donc ils vont transmettre ces queries entre eux. D'accord? Donc par exemple, si je reçois une query à partir de R1 vers R3, R3 il n'est pas capable de répondre à ce query, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va le transmettre à R2. R2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le même query, il va le transmettre aux autres parce qu'il ne sait pas répondre à ce réseau. D'accord? Donc on a des queries qui vont tourner dans tous les sens. Et ça va être quoi? Une consommation de la bande passante. D'accord? Donc ça, c'est ce qui fait que chaque routeur répond, lorsqu'il ne répond pas à une query, va la transmettre à ses voisins. Donc les requêtes des queries vont tourner tout le temps entre les routeurs. R1 va attendre des réponses qui ne viendront jamais. On dit alors que le routeur est en stack inactive, ou plutôt on va dire que la route est active au niveau de la table topologie. Donc si on va au niveau de la table topologie, on va trouver que la route elle est dans le mode
active. D'accord? Donc là, le routeur est coincé dans ce mode actif pour le réseau 10.1.0.0/24. Et même si l'un des voisins venait à fournir une route de secours à R1, donc le routeur R1 attendrait quand même une réponse de tous les voisins. Ça veut dire que même si je reçois une réponse à partir d'un routeur, donc il va attendre quand même la réponse de tous les voisins pour lesquels il a envoyé des queries. Donc là, on peut dire que R1 a peu de chances de sortir du mode stack inactive. Maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce qu'il va rester indéfiniment dans ce mode? Heureusement que non. Donc, les gens qui ont développé les iOS pour les routeurs avec le protocole UJRP, donc ils ont mis une place qui dit que si on ne reçoit pas de réponse à des queries au bout de 3 minutes, donc il va réinitialiser les connexions avec ses voisins. D'accord? Donc si on revient à notre exemple ici, par exemple R1, s'il ne reçoit plus de queries à partir de reply à partir de ses voisins, il va réinitialiser la relation de voisinage avec ses routeurs. D'accord? Donc dans notre exemple, R1, il va réinitialiser ses connexions avec R3, avec R4, avec R5 et avec R2, d'accord? Donc les connexions avec les voisins vont revenir, mais le problème c'est que ça peut causer des interruptions de service. Ça veut dire que pendant cette réinitialisation de voisinage entre les routeurs, donc il n'y aura pas de trafic qui circule. Donc si on prend par exemple, si on a des serveurs ici par exemple, des serveurs de facturation qui sont utilisés ou bien qui sont accessibles à partir de Paris, donc à partir de tous les sites. Ça veut dire que si un employé ici a besoin d'une donnée concernant la facturation et le serveur il est à Paris, pendant ce temps de réinitialisation, cet utilisateur ou bien cet employé n'a pas accès à ces serveurs. Donc là, c'est une interruption de service, d'accord? Et donc il peut y avoir des répercussions sur la sphère d'activité de l'entreprise. Donc là, on peut dire que c'est vraiment un problème, d'accord? Donc il y a eu l'employé peut pas communiquer avec les serveurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, pas au niveau des liaisons physiques, pas au niveau de l'opérateur, mais par rapport au protocole de routage qu'on a configuré. Donc là, il faut trouver une solution. Donc avant de passer à la solution, ou bien la première solution, donc on va résumer tout le problème. Alors, donc R1, il a perdu le réseau 10.1.0.0.0. Il envoie un query à tout le monde. Ça, c'est le comportement par défaut du protocole UJRP. Donc, à tout le monde, ça veut dire à tous les voisins du routeur R1. Donc, les queries vont tourner en rond. Pourquoi? Parce que personne ne pourra répondre à ce query. Par exemple, le query est envoyé par R1, reçu par R3, il n'a pas de réponse, il va faire quoi? Il va le transmettre à ses voisins. Il a quoi comme voisin? Il a le routeur R2. R2, il va prendre ce query, il va vérifier, il va trouver qu'il ne peut pas répondre à ce query. Donc, il va transmettre ça à ses voisins. C'est quoi ses voisins? C'est le routeur R4 et le routeur R5. Et ainsi de suite. R4, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, les queries qui vont tourner tout le temps. Au bout de 3 minutes, R1, s'il ne reçoit pas de réponse par rapport à ses queries, il va réinitialiser les connexions avec ses voisins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une interruption de service. D'accord? Tout ça parce qu'on a une perte de lien vers le réseau 10.1.0.0. Alors, les deux solutions pour ce problème. Donc, il y a deux solutions. La première solution, c'est de faire la summarization. Une chose qu'on a vue en détail avant, donc il y avait même une vidéo pour ça, donc avec une partie théorique et une partie pratique. Donc en gros, la summarization, ça veut dire quoi? Ça veut dire résumer les réseaux, d'accord? Donc exemple ici, si on configure toujours UJRP, donc R1, au lieu qu'il annonce les 4 réseaux, les 4 sous-réseaux, il va annoncer une seule ligne au lieu de 4 lignes. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est de réduire la table de routage, d'accord? Et réduire aussi le trafic échangé entre les routeurs.
Alors, et même côté configuration, donc on a vu que c'est très simple, c'est avec une seule commande qu'on peut résumer tout ça au niveau, par contre, c'est au niveau de l'interface, ça veut dire au niveau de ce routeur. Donc je vais aller au niveau de l'interface, je vais taper la commande qui va faire la summarization de ces 4 réseaux, ou bien le résumé de ces 4 réseaux, et pareil, on doit le faire au niveau de cette interface, d'accord? Et la même chose ici au niveau de R1 par exemple par rapport à ces 4 réseaux. Donc on doit taper la même commande au niveau des 4 interfaces qui vont vers les 4 voisins. D'accord? Alors maintenant revenons à notre problème. Par exemple, on vient de perdre toujours le réseau 10.1.0.0 qui est ce réseau directement connecté à R1. Maintenant, en quoi ça peut nous aider cette summarization? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quand un routeur il reçoit un query pour un réseau, par exemple le R1 qui va envoyer un query, bien sûr, vers tous les routeurs, si on perd ce réseau, le réseau 10.1.0.0.0. Donc, lorsqu'un routeur reçoit un query pour un réseau depuis un routeur qui lui a annoncé une route résumée incluant ce réseau, d'accord, il va répondre à la query en disant qu'il n'a pas de lien pour cette destination ou bien pour la destination voulue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on envoie un query ici de R1, donc vers tous les routeurs, y compris le routeur R3 qui va recevoir ce query, le routeur R3, donc il va être assez intelligent pour analyser ce query. Donc il va voir que c'est une demande de route par rapport à quoi? Par rapport au réseau 10.1.0.0, sachant que nous avons configuré déjà de la summarization. Donc R1, il a déjà envoyé le résumé de ces 4 réseaux. Donc au niveau de routeur R3, on a le réseau 10.1.0.0/22. Ça c'est quoi? C'est le résumé des 4 réseaux, d'accord? Donc R1 a déjà envoyé ça au niveau pour le routeur R3. Donc au niveau de la table de routage du R3, on trouve quelque part cette ligne, d'accord? Associée avec cette interface, par exemple serial 1.0, par exemple. Donc ça veut dire que ce réseau est associé avec l'interface serial 1.0. Donc à chaque paquet reçu par R3 vers cette destination, il va l'envoyer à travers cette interface, d'accord? Maintenant que R1 il a perdu ce réseau 10.1.0.0, il va envoyer un query vers R3. R3, donc on l'a dit, il va être un peu intelligent, il va analyser ce query, il va voir que c'est un réseau qui fait partie du réseau résumé que R1 lui-même lui a annoncé. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas répondre à ce query, ou bien il va répondre d'une manière négative pour dire que voilà, je ne peux pas répondre à ce query. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est façon de lui dire, c'est R1 qui m'a envoyé le résumé des 4 réseaux. D'accord? Donc s'il lui demande ce réseau par rapport au résumé qu'elle a déjà envoyé, R1 va répondre d'une manière négative pour dire que voilà, R1, je ne peux pas vous aider à trouver ce réseau. Ce qui est bien, c'est que R3, il va pas forwarder, c'est ça le plus important, il va pas transmettre ce query au voisin. Et ça, c'est bien. D'accord? Donc là, ça permet d'éviter déjà le problème d'avoir les queries dans tous les sens, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, donc, pour résumer, donc R1 perd son lien vers le réseau 10.1.0.0. Il va envoyer des queries à tout le monde, y compris R3. Donc le R3, il va répondre négativement à la query, car R1 lui a annoncé une route résumée, donc laquelle inclut le réseau 10.1.0.0/24. Donc en résumé, un routeur qui annonce les routes résumées obtiendra toujours une réponse négative à une query vers une route inclue dans le résumé. D'accord? En plus, la réponse négative est envoyée immédiatement. Ça veut dire que le routeur, dès qu'il reçoit le query, il va envoyer directement une réponse négative. Donc, si nous mettons en place de la summarization sur tout le réseau,
le stack inactive ne devrait plus être une menace, à condition, donc j'insiste, de configurer la summarization au niveau de toutes les interfaces, d'accord? Toutes les interfaces, on doit activer la summarisation ou bien le résumé de route. Donc là, on peut dire que si on va faire ça, le stack inactive ne va plus être une menace pour le protocole EIGRP et ça permet même de réduire l'utilisation des ressources parce qu'on n'a plus l'envoi massif des paquets query dans tous les sens. En plus, les routes, elles sont résumées. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à la deuxième solution. Et c'est la solution la plus, on va dire, la plus intéressante. C'est ce qu'on appelle le stub router. Donc, avant de voir cette solution, commençons par comprendre déjà qu'est-ce que c'est que le stub. Un routeur stub, ça veut dire quoi? Ça veut dire un routeur en bout. Ça veut dire c'est le dernier routeur. Ou bien, autrement dit, ça veut dire qu'il n'y a pas de routeur derrière ce routeur. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est vraiment le dernier routeur. Et généralement, un routeur, un stub routeur, si on parle de solution hub and spoke, un site central avec les sites distants, généralement un site distant, je dis généralement, après c'est pas une règle, donc généralement on a un routeur, après derrière on a des switches avec une solution de switching derrière ce routeur, d'accord? Ou sinon dans certains cas on peut avoir d'autres routeurs derrière le routeur, si on a une grande infrastructure ici, par exemple, pour un certain nombre d'utilisateurs, et avec peut-être une division plus des sous-divisions, par exemple. D'accord? Donc là, on peut y avoir d'autres routeurs. Par exemple, à Londres, donc le site central, on a un site distant pour cette entreprise à Londres, et après au niveau de Londres, par exemple, il y a plusieurs d'autres sites. D'accord? Avec d'autres routeurs. Donc là, ça sera plus le R5, le routeur stub, mais ça va être ce routeur, par exemple. D'accord? Donc là, en gros, on peut dire un routeur stub, c'est vraiment le dernier routeur. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de routeur derrière. Voilà, c'est ça la notion, ou bien la définition de stub routeur. Alors maintenant, les avantages du stub routeur, c'est que ce qui est bien, c'est que si on configure par exemple ce routeur R3 comme stub, aucun query ne lui est envoyé. Donc au moment où on configure le stub, donc ça on va le voir après dans la vidéo qui suit. Donc vous allez voir après qu'au moment où on configure le stub au niveau du routeur R3, automatiquement R1 ne va plus envoyer de query à ce routeur parce que dès qu'il sait que son voisin il est stub, ça va l'empêcher d'envoyer des queries, d'accord? Il sait bien que ça ne sert à rien d'envoyer un query. Donc là, ça va être plus intelligent côté fonctionnement, d'accord? Et c'est ça le but. Donc, aucun query n'est envoyé à ce routeur. Donc, ça, parmi les avantages ça permet d'empêcher que ce routeur stub soit utilisé comme point de transit. Ça veut dire que on peut pas envoyer un query ici pour R3 et lui qui va la forwarder au voisin comme c'était le cas pour le fonctionnement par défaut du protocole EIGRP. Donc si on revient à cet exemple, donc avec les routeurs R1, R2, R3 et R4 et R5, donc si on vient de perdre par exemple le réseau 10.1.0.0.0/24 et R3 et R1 avec tous les routeurs, donc il y a une configuration de stub au niveau de tous les routeurs. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc le routeur R1 ne va plus envoyer de query pour le routeur R3 ou bien pour les autres routeurs parce qu'il sait bien qu'il n'y a pas d'autres routeurs derrière ces trois routeurs, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien de leur demander une information. D'accord? Donc c'est ça le but et c'est ça la définition du stub. Voilà, donc en gros, c'est ça les avantages du stub. Donc seul le trafic destiné au routeur, lui est envoyé, ne sert pas de point de transit. D'accord? Donc ça veut dire que il n'y a que le trafic destiné au routeur qui lui est envoyé. Ça veut dire le routeur R3, il va pas servir comme lieu de transit ou bien comme point de transit par rapport
au routeur R1. Alors, avantage, c'est que pas de query, ça c'est très important, pas de query envoyé au stub, donc moins de risque de passer ou bien de tomber dans le mode stack inactive. D'accord? Stack inactive, ça c'est très dangereux, c'est une interruption de service, on l'a vu pendant 3 minutes. D'accord? Donc pour certaines sociétés, c'est très important, ou bien c'est très pénalisant, par exemple, le service qui s'arrête pendant 3 minutes. D'accord? Avec le stub, donc si c'est bien configuré, au niveau de tous les routeurs, donc lorsqu'on envoie un query, ou bien le routeur R1 il perd un réseau, donc par défaut il va pas envoyer de query, d'accord? Donc c'est pas comme le comportement par défaut du protocole UGRP, et c'est pas comme le cas de la summarization. Donc là c'est encore mieux, et c'est pour ça qu'on dit que c'est la meilleure solution, d'accord? Donc là ça permet de réduire zéro probabilité d'avoir le mode stack inactif, d'accord, à condition de le configurer au niveau de tous les routeurs. Alors, donc là on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on a vu un problème qui peut vraiment être pénalisant pour une architecture en hub and spoke, un site central ou 2 sites, d'accord, et des sites distants, donc la solution hub and spoke. Donc le problème, ça s'appelle stack inactive. Le problème, c'est que lorsqu'on perd un réseau au niveau du hub, lui automatiquement il va envoyer des queries à tout le monde, d'accord. Donc le query qui va tourner en rond, ça c'est un problème. Première solution, c'est de faire la summarization. Donc par défaut, lorsqu'on met la summarization en place, par exemple le routeur R1 qui annonce le résumé des 4 réseaux, le routeur R3 il va pas répondre. Si le routeur R1 il perd un de ces 4 réseaux, il va envoyer un query pour le R3 par exemple. R3 il va répondre négativement et immédiatement pour lui dire que j'ai pas de réponse à ce réseau. Pourquoi? Parce que il va analyser ce query, il va voir que ce réseau il fait partie du résumé de réseau que le routeur a précédemment déjà envoyé pour le routeur R3. D'accord? Donc ça c'est la première solution, c'est de mettre la summarization partout au niveau de toutes les interfaces. Deuxième solution, c'est le stub router. C'est ce qui nous intéresse pour cette vidéo et même pour la vidéo prochaine, ce qu'on va configurer. Donc l'idée ici, c'est d'éviter carrément d'envoyer des queries. D'accord? Donc R1 ne va plus envoyer de queries. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que le R3 c'est le dernier routeur. D'accord? Donc c'est comme si il va comprendre qu'il ne faut pas demander des informations à R3, sachant que R3 il connaît que les réseaux qui sont directement connectés à lui. D'accord? Donc c'est ça le stub router. Donc on a vu les 2 solutions. J'espère que ça a été clair pour vous cette vidéo. Et je vous conseille de suivre tout de suite la partie pratique. Donc ça sera la prochaine vidéo où on va utiliser exactement la même topologie avec un sniffer de trafic, d'accord, pour voir les 2 solutions. Donc le but c'est de voir que pour la première, déjà on va commencer par le problème, on va voir les queries qui sont envoyées dans tous les sens. On va essayer de mettre en place la première solution qui est la summarization. On va voir que le routeur R1 continue quand même à envoyer des queries, mais le routeur R3 il va pas transmettre ce query aux autres routeurs, d'accord. Tout ça on va le voir avec un sniffer de trafic. Pareil pour le stub. Donc on va mettre cette solution en place et vous allez voir que le R1 ne va plus envoyer de query juste après la configuration du stub. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.